essayer d'avoir en campagne un lieu, un point de chute, avec de quoi tenir. Beaucoup de survivalistes s'intéressent à diverses questions afin d'évaluer les risques et leurs besoins. L'une d'entre elles qui préoccupe beaucoup de survivalistes, ce sont les événements internationaux. Plus précisément, l'enchaînement d'événements internationaux qui provoquent des crises qui pourraient nous affecter. Ces enchaînements auxquels on assiste depuis des dizaines et des dizaines d'années s'appellent le nouvel ordre mondial ou le mondialisme. Le mondialisme est une entreprise délibérée qui vise à unifier le monde sous une seule gouvernance et évidemment, de tels changements ne se font pas sans d'énormes douleurs. J'ai demandé à M. Pierre Hilard, en visite au Québec sur l'invitation du Bonnet des Patriotes, de nous parler du mondialisme, puisque, il faut le dire, c'est le plus grand spécialiste en la matière. Je laisse la parole à M. Hilard. Pierre Hilard, pouvez-vous nous décrire ce qu'est le nouvel ordre mondial et quel but il vise à atteindre? Nouvel ordre mondial, déjà, il faut définir le mot. C'est une expression que l'on retrouve pour la première fois. Officiellement, c'est George Bush père qui a utilisé cette expression, New World Order, mais en fait, la première fois que ça a été utilisé, c'est en 1914. 1914, il y a un siècle, c'était le bouquin de H.G. Wells, La destruction libératrice, où il évoque dans ce bouquin qui a 100 ans d'âge, un conflit planétaire, et les États et les populations qui ont donc survécu à ce conflit décident d'établir une gouvernance mondiale, et il ajoute un nouvel ordre mondial. Donc déjà, on voit que nos élites, qu'elles soient essentiellement anglo-saxonnes, avaient déjà une vision qui remontait à très loin. Déjà, nous sommes donc fin 19e, début 20e siècle, c'est l'Empire anglo-saxon, l'Empire britannique et les États-Unis triomphants, qui ont façonné un modèle en sachant que cela va demander énormément de temps. Donc l'expression nouvel ordre mondial est un processus conduisant à la réunion de tous les peuples de la Terre sous une seule et même autorité, en fonction de critères avec des diversités ethniques et religieuses, mais une autorité au profit d'une oligarchie avec un concept religieux lié à la synagogue. D'ailleurs, on peut voir sur les billets de dollars américains la devise Novo Ordo Seclorum. Oui. Elle n'a pas toujours été là, d'ailleurs, elle a été ajoutée à un moment. Voilà, et on peut voir même, d'ailleurs sur moi j'ai un billet de $1 américain, il y a un angle, de manière très petite, peut-être 1/4 de millimètre, une sorte de chouette ou un hibou. Je ne sais pas si vous êtes... Comme le Bohemian Grove. Exactement. On a envie de dire pourquoi pas une mouette, par exemple. Non, c'est une chouette ou un hibou. Ou un dindon, comme le disait Franklin. Une autruche. Mais non, il y a des animaux comme ça qui ont plus de chance que d'autres. Vous venez de le mentionner brièvement. Je vous demanderais de me dire quelle sorte de personnes ou de groupes sont derrière le nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Alors, les grands princes du mondialisme, quand on fait un historique, je vais dire le premier grand prince du mondialisme, Nimrod. Nimrod, la tour de Babel. Donc vraiment, si on fait, je vais dire entre guillemets, de l'archéologie, c'est Nimrod. Je rappelle que cette œuvre, Nimrod, donc la tour de Babel, vous avez une œuvre d'un musicien anglais qui s'appelle Edward Elgar, et donc 19e, 20e siècle, et qui a écrit une œuvre musicale qui s'appelle Nimrod, qui a été jouée lors de l'enterrement de Winston Churchill. Tiens donc. L'œuvre en elle-même est très jolie, mais le fait de l'associer à Winston Churchill, qui a été un prince aussi du mondialisme, ça va ensemble. Alors, oui, parce qu'il a quand même décidé sciemment de faire reculer l'Angleterre pour céder la place aux États-Unis quand même. Oui. Un empire qui décide de laisser la place à un autre quand même. En sachant que la City de Londres reste quand même aux manettes. Évidemment. La City de Londres, je rappelle, c'est la capitale de la mafia planétaire. C'est d'ailleurs un des titres des chapitres de mon livre, en chronique du mondialisme. La grande généalogie, on ne peut pas évidemment tous les citer, mais on peut citer, ne serait-ce que dans le monde anglo-saxon, une grande figure comme Cecil Rhodes, mais il faut aussi, quand on a lu Carroll Quigley ou Anthony Sutton, il faut citer des gens comme Alfred Milner, qui était le bras droit de Cecil Rhodes, Lionel Curtis. Donc toutes ces personnes ont joué un rôle. Et puis une personne qui pour moi est le plus, dans la hiérarchie mondialiste, 19e, 20e siècle, la personne la plus élevée,
avant de citer son nom, il faut savoir qu'il y a une super élite mondialiste dont on ne connaît pas les noms. Et il y a un nom pour ça, on appelle cela les supérieurs inconnus. Et entre ces supérieurs inconnus qui jouent un rôle premier et ces élites mondialistes connues, il y a une personne qui est un peu l'intermédiaire entre ces deux mondes, qui est mort en 1960 ou 1962, qui s'appelait Joseph Ratzinger. Et personne ne connaît cet homme, et pourtant, il était très rapidement le conseiller du président, Premier ministre mexicain durant les années 20, dans l'affaire des Cristeros, les Vendéens mexicains qui résistaient à l'influence maçonnique du gouvernement mexicain. Donc, il a été le bras droit de Sikorsky durant la Seconde Guerre mondiale, et comme par hasard, quand Sikorsky s'est tué en avion en 1943, là, pour une fois, il n'était pas avec lui. Et puis surtout, Joseph Ratzinger était lié à des think tanks américains et anglais, le CFR et Chatham House, et il a prononcé, je crois que c'est au mois de mai 1946, un discours à Chatham House pour préparer la construction européenne, qui allait donner, donc c'est le fameux, comment ça s'appelle, le congrès Lay de mai 1948, présidé par Winston Churchill, mais le secrétaire général, celui qui vraiment chapeautait tout ça, c'était Joseph Ratzinger, qui déjà 2 ans auparavant avait lancé la LECE, qui est la Ligue européenne de coopération économique, une formule de ce style, dirigée par Edmond Giscard d'Estaing, père de Valéry Giscard d'Estaing, donc président de la République française de 1974 à 1981. Et le même Joseph Ratzinger avait favorisé la création d'un institut dont le nom m'échappe, qui a été créé dans les années 46, 47, 48, dans ces eaux-là, qui était présidé par un Anglais qui s'appelait Duncan Sandys, qui était aussi, tout simplement, petit détail de Katsu, le gendre de Winston Churchill. Et je cherche désespérément le nom, parce que le sigle européen pour la construction européenne, dirigé par Duncan Sandys, qui avait son équivalent américain, qui était le Comité américain pour une Europe unie, American Committee for United Europe, un truc comme ça, et son équivalent européen, donc Duncan Sandys, j'ai plus son nom en tête, mais enfin pas pour... Tout ça, c'était Joseph Ratzinger. Et puis, pour terminer, Joseph Ratzinger, 1954, c'est lui qui a créé Bilderberg. Voilà. Qui connaît Joseph Ratzinger? C'est un homme éminemment important. Donc, il y a un grand intendant, si on peut dire. Il y a des élites sous cet intendant-là, mais les vrais patrons, on ne les connaît pas. Les vrais patrons. Et puis, si on est catholique, le patron suprême, c'est Satan. Alors, si on n'est pas catholique, évidemment, ce que je dis n'a aucun sens. Mais le mondialisme est une mystique liée à la synagogue. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit l'Apocalypse de Saint Jean 2.9.3.9, Saint Jean utilise 2 fois de suite la synagogue de Satan. Ah oui. Bien, c'est joyeux. C'est joyeux. Ouais. À quoi reconnaît-on les manifestations du mondialisme? Pouvez-vous nous donner des exemples de phénomènes sociétaux qui en sont sa marque? Un élément capital, c'est la destruction de la famille. Théorie du genre, comment dire, mariage pour tous, etc. La cellule de base de la société, c'est la famille, et sous-entendu un homme et une femme. Et là, on détruit tout, que ce soit en France, mais dans tous les pays dits développés, parce que dans les pays où on vit avec difficulté, dans les pays du tiers-monde ou en Afrique, etc., la théorie du genre, là, d'abord c'est bouffer. Donc, avant d'avoir des pensées tordues, il faut d'abord manger, survivre. Donc, en fait, ces idées-là sont valables pour des pays et des populations qui ont déjà un niveau de vie qui permettent de penser à autre chose que ouvrir le frigidaire. Donc, destruction de la famille. Et possibilité en fait, d'obéir à ses instincts. C'est ça j'ai envie, donc j'ai raison. Parce qu'au nom de ma liberté suprême, c'est le principe révolutionnaire de je suis mon propre maître, ma propre loi, ma propre référence. Donc si j'ai envie d'aimer les mouettes, les chiens ou les dindons, eh ben, au nom du droit à ma propre autonomie, bref, c'est du délire. Et ça vous donne du Conchita Wurst. Oui. Je rappelle, Wurst en allemand veut dire saucisse. Oui. Mais en fait, Conchita Wurst n'est que la conséquence logique d'une tourne d'esprit qui veut autoriser tous les différences. Oui, parce que ça ne serait pas possible si l'environnement ne le permettait pas. Ah oui, oui. Conchita Wurst au Mali ou au Tchad n'a aucune chance. Oh, ben voilà. Ça, j'ai aucun doute. Voilà, parce que bon. Et
À part les phénomènes sociétaux comme ça, si on parle même à plus grande échelle, parce que ça affecte les individus et l'environnement dans lequel on vit, mais au niveau de l'échiquier mondial, par exemple. Ah, c'est ce que j'en parlerai de ma conférence demain, c'est la mise en place des blocs continentaux. Ça, on est en plein dedans. L'Union européenne est le prototype le plus avancé, mais vous avez l'Union africaine, vous avez l'UNASUR qui a été lancée en 2008 pour l'Amérique du Sud, et vous avez, mois de mai 2014, le lancement par Poutine de la communauté économique eurasiatique, Russie, Kazakhstan, Biélorussie. Et lorsqu'il a annoncé ça en 2011, il avait dit, Poutine, qu'il fallait mettre en place une Union eurasienne supranationale. Et puis vous avez l'Amérique du Nord. Vous avez depuis 1994 l'ALENA, qui est l'équivalent de la CEE, Communauté économique européenne, lancée par un traité de Rome en 1957. Mais CEE est devenue à partir de 1992 avec Maastricht l'Union européenne. Et bien il va avoir la même mutation dans le cas nord-américain, donc Canada, États-Unis, Mexique, pour le lancement d'une union communauté nord-américaine, à la fois une union politique, économique et militaire sécuritaire. Et chose très intéressante, il faut voir que ce projet qui a été lancé officiellement en 2005 devait voir le jour en 2010. Et nous sommes en juin 2014, la chose n'est pas encore faite, mais il y a toujours du retard, on est sur Terre. Hein. Même nos adversaires avec des moyens colossaux, financiers, etc., ne réussissent pas toujours à respecter le rythme. Mais il y a quand même, d'un point de vue sécuritaire, la mise en place depuis juillet 2013 d'un périmètre commun de sécurité dans le cadre de la NSA, Canada, États-Unis, Mexique. Et ça a été présenté de la manière la plus officielle par la sénatrice américaine Dianne Feinstein lors d'une... Ma préférée. C'est la plus belle. Oui. Qui présente lors d'une audition au Congrès ou au Sénat, lutter contre le terrorisme, la sécurité, enfin le tralala habituel. Et un de ses collaborateurs présente un grand tableau du rôle de la NSA, Institut américain, donc normalement pour les États-Unis, et donc ça couvre tout le continent nord-américain. Il suffit de voir sur YouTube la vidéo. Donc d'un point de vue sécuritaire, la chose est faite. En tout cas, elle s'enracine. Donc s'ils l'ont fait pour ce domaine-là, il reste l'aspect politique économique. Donc c'est pas dans 20 ans, c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, mais on y est. Au détour d'une crise mondiale, soit économique, soit militaire. Les crises sont tellement utiles. Je pense à la crise de Wall Street en 1907, qui a permis le lancement, la création de la Fed en 1913. En fait, la crise rend service pour bondir d'un monde ancien et arriver à un autre monde, à un niveau supérieur. Donc, on aurait presque tendance à se dire, est-ce que ces crises ne sont pas provoquées? Des mauvaises langues disent ça. Ben, il y a quand même beaucoup d'indices pour la crise de 2007-2008. Oui, hein. oui. J'ironisais. Et ben, évidemment, est-ce que vous croyez que tout ça nous mène fatalement vers des guerres? Oui. Oui, parce que d'abord, dans l'esprit mondialiste, on est 7 milliards d'habitants, on est trop nombreux. Il y a le fameux George Gaystone qui dit bien qu'il faut 500 millions d'habitants, ce qui d'un point de vue pratique est juste, parce qu'avec la technique actuelle, une élite oligarchique, 500 millions d'habitants, des techniques de pointe, on peut gérer la planète et 500 millions d'esclaves évidemment, hein, ça va de soi. Donc ils sont logiques, donc il y a 6 milliards et demi à éliminer, enfin... Une broutille. Une broutille, mais vu qu'ils sont tordus et... Oui, ça sera peut-être pas 6 milliards et demi, mais même qu'un milliard, c'est... 14-18, c'est rien à côté, c'est un bizutage. Oui. Vous mentionnez souvent que le fond de l'histoire avec un grand H est toujours religieux. Or, à quelques reprises, vous avez dit que le nouvel ordre mondial, ou en fait le projet mondialiste, échouerait en définitive à établir sa domination sur l'humanité et que les événements qui conduiront à cet échec seront terriblement dévastateurs pour les populations. Autrement dit, on va morfler avant de triompher à la fin. Lorsque vous regardez le passé de l'histoire du mondialisme, vous citez des documents officiels, des événements en rapport à ces documents, des organisations et leurs actions concrètes. Et puis lorsque vous tournez votre regard vers l'avenir, vous citez bien entendu d'autres documents officiels qui sont en existence et dont le contenu se déploie sous nos yeux, et des processus en cours, mais pour décrire la phase finale
du déploiement de ce projet mondialiste, vous quittez le strict domaine factuel et documentaire pour parler d'événements dont l'ampleur et la finalité ont plutôt à voir avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Comment conciliez-vous l'observation empirique très poussée et très exacte que vous faites, une démarche scientifique finalement, et un dénouement que vous anticipez et qui est annoncé dans un livre sacré, et dans plusieurs, même si on fait allusion aux travaux de Cheikh Imran Hossein? Ce que nous voyons, les manifestations matérielles, les crises, la mise en place de blocs continentaux, tous ces événements ne sont que la conséquence d'une tournure d'esprit en amont, chargée de régenter l'humanité selon des critères bien définis, qui sont les critères, et c'est le fond de l'histoire, les critères de la synagogue. D'une tentative de restaurer un modèle voulu par la synagogue, modèle qui a été rejeté par la réussite de l'Église catholique, par l'arrivée du Christ, le Messie, fils de Dieu incarné, d'une vierge, l'Immaculée Conception. Et ça, c'est une hérésie, c'est une imposture pour la synagogue. Donc il faut détruire ça pour rétablir la synagogue dans toute sa splendeur. Et donc une religion pour les non-juifs, c'est-à-dire le noachisme, et le peuple juif, le mosaïsme, la loi de Moïse, peuple juif, peuple prêtre, et intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non juive, les gentils, comme ils disent. Et ces manifestations, tout ce qu'on voit n'est que la conséquence de cette volonté philosophique et religieuse. Et lorsque vous avez eu le 23 septembre 2012, à l'échelle planétaire, une prière de toutes les communautés juives du monde pour l'arrivée du Messie, du Messia, ça veut dire qu'ils estiment que l'organisation matérielle et spirituelle du monde est suffisamment avancée en fonction de leur idéal pour être couronnée par le roi des Juifs, qui doit rétablir dans sa splendeur Israël et le peuple juif qui a été détrôné, entre guillemets, par l'arrivée du Christ, l'imposteur pour la synagogue. Donc, ce que nous voyons, les éléments matériels que j'essaie de débusquer d'une manière factuelle, je sais qu'il y a une tourne d'esprit, ça ne surgit pas comme ça. Le mécano planétaire qui se met en place n'est que la conséquence d'une tourne d'esprit reposant sur un fond satanique, manifesté par l'action de la synagogue, quand je dis la synagogue, d'une super élite. Oui, oui. Voilà. Autrement dit, bon, vous êtes croyant, mais qu'on soit croyant ou pas, on peut quand même observer cette volonté d'imposer cette religion mondiale. Donc, c'est là que ça devient factuel et que ça devient empirique. Un autre exemple, un élément factuel, le centre de la religion mondiale universelle se trouve au Kazakhstan. Oui, Astana. Astana, anagramme de Satana. Et c'est là où se trouve, dans un bâtiment qui est une pyramide, là aussi on a envie de dire pourquoi une pyramide, toutes les religions, juives, musulmanes, catholiques, protestants, etc. Et d'ailleurs, c'est le cardinal Torrent, je crois, celui qui a annoncé l'élection du pape, enfin, le cardinal Bergoglio, peut-être il a démissionné parce que je sais qu'il avait des problèmes de santé, mais qui jusqu'à une date récente était le représentant du Vatican à Astana. Et je rappelle que c'est deux choses à rappeler. Lorsqu'en 2009, le président kazakh Nazar Zayev, je prononce mal son nom, est passé au Vatican, il a offert à Benoît XVI un cadeau, comme un chef d'État normal, et ça représentait la pyramide d'Astana. Ah ouais. Donc la vidéo sur YouTube, on peut la voir. C'est 2009, je ne sais plus le mois. Deuxième chose, la deuxième chose, c'est le lancement, j'en parlais tout à l'heure, de la communauté économique eurasiatique, qui réunit donc la Russie, Kazakhstan et Biélorussie, et la signature de cette communauté économique eurasiatique qui va dans quelques temps devenir supranationale, et ça a été signé où? À Astana. J'ai envie de dire, la Russie, Kazakhstan, c'est vaste, pourquoi Astana? Et quand on regarde Astana, c'est quand même pas une capitale. Mais c'est un décor maçonnique. Il suffit de taper Astana et images sur Google, il y a plein de décors, c'est un décor maçonnique. Donc c'est une signature de la bête. Voilà. C'est pas à Saint-Pétersbourg que c'est fait, hein. C'est pas fait à Smolensk, c'est pas fait à Kiev, c'est Astana parce que c'est un centre religieux, mais au sens satanique du terme, préternaturel. Oui, c'est joyeux. Comment lutter contre le mondialisme à échelle individuelle et collectivement? Alors, il y a deux choses. D'abord, connaître nos ennemis, ça je dis toujours, on ne connaît pas nos ennemis, on ne connaît pas
l'historique du mondialisme, je citais Nimrod, qui connaît, voilà. Et puis connaître, bon, je disais Cecil Rhodes, mais Joseph Ratzinger, et tous ces grands princes. Il faut donc avoir une connaissance historique de ces gens-là, leur existence, leur passion, leur but, connaître évidemment la famille Rothschild, ce qui est connu, mais en même temps on dit Rothschild, mais ça ne va pas plus loin. Connaître l'arrière-fond de la boutique de tous les instituts européens, mais aussi américains, etc., en faveur du nouvel ordre mondial. Donc avoir une culture politique religieuse, connaître l'histoire du noachisme, ça c'est l'élément capital, c'est ça qui va irriguer l'esprit de la religion universelle sous le cadre et la direction de la synagogue. Et puis si on est croyant et catholique, essayer de vivre en conformité avec ce que dit l'Église catholique traditionnelle. Donc il n'y a pas moyen vraiment de s'en prendre ou de résister ou... Il faut, si, parce que lorsqu'on a ça, je crois beaucoup à la phrase de Sainte Jeanne d'Arc, de par Dieu les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un fond religieux catholique pour lutter contre une influence satanique, nourrie par des connaissances, etc. Et puis à chacun son niveau, on fait de son mieux. Et la roue tourne. Mais on ne connaît pas la date. Sachant que j'allais vous interviewer, Piero San Giorgio, avec qui vous avez fait une conférence magistrale d'ailleurs, souhaite du fond de sa Suisse vous adresser une question. J'écoute Piero. Comment vous préparez-vous concrètement pour vous et votre famille? On parle des événements à venir, des effondrements, des crises, des guerres. Eh bien, sachant qu'il y a un compte à rebours qui a commencé, ne connaissant pas évidemment la date, mais sachant que c'est pas dans 30 ans, eh bien, je m'organise pour essayer d'avoir en campagne un lieu, un point de chute, avec de quoi tenir. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans les placards? Qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Qu'est-ce qu'il y a dans le grenier pour tenir le coup, pour ne pas crever de soif d'abord. L'eau potable, c'est l'élément capital, ne pas mourir de faim, avoir des trucs de rechange. Et peut-être bénir sa maison. Avoir... Je vais vous donner une petite information, certains comprendront, d'autres non. Il est dit dans des révélations mystiques qu'il y aura à un moment donné un événement où il y aura 3 jours et 2 nuits d'obscurité complète, qu'on ne pourra pas s'éclairer normalement, qu'il faudra rester enfermé chez soi, porte, fenêtre et volets fermés, et ne pas sortir pendant 3 jours et 2 nuits, et que la seule manière de s'éclairer serait ou sera d'avoir des cierges bénis. Donc j'ai ça aussi. Ça fait partie de votre plan de préparation. Voyez-vous, la BAD, c'est très bien, mais il ne faut pas avoir uniquement une vision matérialiste. Il faut l'avoir comme les animaux, la lutte pour la vie, ça je comprends, mais on n'est pas que des animaux, il y a aussi une âme et il faut penser à... soit on disparaîtra durant ces événements, donc il faudra un jour se présenter là-haut et pas trop sale. Et même si on ne meurt pas tout de suite, il faut bien savoir qu'il y aura des événements, derrière ces événements matériels, il y a un fond mystique, il faut avoir une préparation, je sais pas, je vais citer des cierges bénis, mais avoir un chapelet béni aussi, c'est bien d'avoir une arme, mais il faut aussi avoir le chapelet, je pense. Croyez-vous que des organisations dissidentes comme Égalité et Réconciliation ou à bien plus petite échelle, le Bonnet des Patriotes, l'organisation qui vous a invité au Québec, croyez-vous que ces organisations puissent jouer un rôle dans la lutte au mondialisme? Ah oui, oui. Comment dire, Alain Soral fait un bon boulot. Grâce à son site, il permet de Égalité et Réconciliation de publier des documents qu'on ne verrait jamais, de nourrir l'espoir, de créer des liens, et le Bonnet des Patriotes, à une autre échelle, mais joue le même rôle, et c'est très bien que ces deux sites communiquent et s'entraident. Il ne faut pas vivre, il ne faut pas travailler solo. Hein. Donc je crois beaucoup en l'action de ces
instituts pour tenir le coup face à la mécanique mondialiste. Une sorte de phare au milieu de la tempête. Voilà, oui, oui, c'est ça. Non, c'est à continuer à protéger, à encourager. Et finalement, la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui, comme vous, comme moi et comme beaucoup d'autres, anticipent que le processus de mondialisme finira dans un bain de sang et dans des destructions comme on n'en aura jamais vu? Vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Ça, je crois qu'on va connaître une période, je disais tout à l'heure, 14-18, un chantier bizutage. Nous sommes le 28 janvier 2014, il y a 100 ans. Le 28 janvier 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand et sa femme étaient assassinés à Sarajevo. Et c'est ça qui a lancé le processus de la Première Guerre mondiale, qui en fait reposait, la Première Guerre mondiale, sur des problèmes bien plus profonds. Le Bagdad, par exemple. L'attentat de Sarajevo n'a été que l'allumette qui a enclenché le bon. Et bien, 100 ans après, en fait, 1914-2014, c'est tout un processus qui permet la bascule d'un monde ancien à un monde tel qu'on le voit, avec des étapes, 14-18, 39-45, et toutes les autres crises militaires et économiques, et celles qu'on va connaître dans quelques temps. Tous ces événements, c'est pour rebondir dans l'esprit mondialiste à un stade suprême qui est la mise en forme d'une pyramide. Il n'en manque plus que le dernier petit caillou pour... voilà. C'est au moment où ils arriveront à couronner de la dernière pierre leur édifice que ça va sauter. Eh bien, on va morfler. J'ai toujours dit que ce sont ceux qui sont mentalement les plus solides, qui voient le réel, qui n'ont pas... une phrase de Bossuet que j'aime beaucoup: le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont. Voilà. La plupart des gens ne veulent pas voir le réel. Le feu brûle, non. Non, mais le feu brûle. Non, non, le feu brûle. Et les personnes déjà qui voient le réel, qui n'ont pas peur, qui auront plus de chance. Évidemment, les petits minets, c'est-à-dire les 9/10e de la population, alors là, ça va être épouvantable. Déjà, pour ceux qui sont solides nerveusement, ça va être très dur. Alors, les autres... Ce sont des temps joyeux qui nous attendent. Oui, 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 c'est... mais je dis toujours la roue tourne. J'ai le titre d'un de mes livres, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Mais j'ai rajouté un élément, destination Babel. Et si j'ai mis ça, ces deux mots, c'est pour montrer, parce que marche irrésistible, ça donne une impression de victoire absolue de l'ennemi. Donc je ne serais pas au Québec si j'étais sûr de ça, je ferais autre chose. Si, je serais au Québec peut-être pour du tourisme, mais ça s'arrêterait là. Mais je veux dire par là que si j'ai mis destination Babel, c'est pour montrer que l'apparente marche irrésistible va se terminer par un échec pour nos ennemis, comme Babel, qu'il y a un fond mystique derrière ça, qu'il faut comprendre ça et que ça va s'écrouler en notre faveur. Le problème, c'est qu'on est dans la tour, et donc quand ça va s'écrouler, il y aura des innocents qui passeront. Mais cette marche irrésistible n'est pas... elle est apparemment irrésistible, mais on aura le dernier mot. Oui, dans tous les cas, il y a des gens qui vont souffrir. Oui. Et tant qu'à souffrir, aussi bien avoir la victoire. Oui, et j'en profite. Ce bouquin, toujours la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, avec j'ai mis une sorte de pastille rouge en plus, destination Babel. La couverture représente la carte du Proche-Orient, décomposée d'un point de vue ethnique et religieux. C'est sorti dans une revue militaire en 2006, ALJ, de Ralph Peters. Et l'Irak est en train d'éclater. La revue Time vient de publier un document avec l'éclatement au cours de l'Irak. C'est la zone de Babylone. Et tout ça, il faut voir ces événements matériels, réels, mais ça ne se passe pas au Bangladesh, ces trucs-là, pas au Groenland, pas aux îles Kerguelen. C'est la zone multimillénaire d'un conflit religieux, Babylone, Nimrod, c'est là. Et je demande à ceux qui m'écoutent de se dire pourquoi là et pourquoi pas au Bangladesh. Enfin, c'est pas l'effet du hasard. Oui, surtout que ce qui est dessiné sur les cartes c'est prévu est en train de se modeler à l'heure actuelle. Ah bah, il y avait déjà la revue sioniste Kivunim en 1982 sous la plume d'Odaninon. Alors Odaninon, c'est peut-être un pseudonyme, mais enfin en tout cas le document est là, qui s'était traduit de l'hébreu
en anglais par le président de la Ligue israélienne des droits de l'homme à l'époque, qui s'appelait Israël Shaak, donc d'Adino, qui disait qu'il fallait éclater l'Irak en 3 zones, Kurdes, chiites et sunnites, l'Arabie Saoudite, la Syrie, etc. Et donc ce qu'il disait en 1982, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. J'aime, entre guillemets, ces esprits méthodiques qui prévoient longtemps à l'avance. Oui. Mais nous, on en ramasse plein la gueule. Alors finalement, les survivalistes, c'est pas tellement des gens si illuminés que ça. Ah non, 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 non. Qu'il y ait des fous furieux dans le milieu survivaliste, sûrement, comme partout ailleurs. Ouais, oui. Mais le concept en lui-même, oui, il faut penser à sa famille, il faut de la nourriture, des vêtements, des choses pratiques, des bouquins aussi, parce que quelquefois ça fera du bien de changer un peu d'air, parce qu'il n'y a pas de télé. Hein. Déjà, la télé, il y a pas mal de conneries, mais des armes. Mais un chapelet pour les croyants. Béni si possible. Pierre Hilard, merci beaucoup. Merci.